Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous êtes confortablement installés et prêts à écouter la fin du fantôme de l'auditorium. J'adore les fins d'histoire car il y a deux raisons à cela. La première, on va connaître enfin le dénouement de toute une histoire qu'on est en train de lire tous ensemble, et la deuxième c'est que après il y a un tout nouveau livre. Comme je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, j'aime bien découvrir. À force de lire toujours la même histoire avec les mêmes personnages, bon, surtout si l'histoire n'est pas hyper prenante, je m'ennuie un petit peu. Donc quand je vais arriver à la fin d'une histoire, j'ai hâte de découvrir la nouvelle pour découvrir les nouveaux personnages qui vont avec. Donc aujourd'hui c'est sûr et certain on va arriver à la fin du fantôme de l'auditorium. Je me demande qui est pour finir le fantôme. Est-ce que c'est le soi-disant homme de ménage que apparemment l'école ne possède même pas, j'ai oublié son prénom au vieux monsieur. Donc ou alors j'ai un doute aussi sur Jeffrey, le petit nouveau. C'est peut-être lui, on sait jamais, qui est même si ça fait plus de 60 et des années, je ne sais plus non plus le nombre d'années, mais il est peut-être resté jeune, si c'est vraiment un fantôme, on ne sait jamais. Vite fait, avant de vous lire le petit résumé de la vidéo précédente, j'ai un petit message pour LG Creepy. Je t'avais envoyé un mail en disant que c'était complètement bordel pour trouver ton tome 60, un loup-garou dans la maison, car la maison d'édition ne fait plus ce livre-là. On ne peut plus le commander quasiment nulle part. En occasion, très bon état, on ne le trouve plus du tout non plus. Donc très difficile à trouver. Je t'avais demandé si jamais il y a un autre livre qui te fait tout autant plaisir de me le dire. Je ne sais pas si tu as répondu déjà à ce mail, mais j'ai quand même un petit espoir. Ma copine l'a trouvé neuf sur Amazon, on l'a déjà acheté, donc normalement je devrais le recevoir vendredi. Je te tiendrai au courant par mail quand je te l'enverrai à ton adresse. J'espère que ça se fera. Je te le dédicacerai si tu as envie, pour me faire pardonner du temps que ça m'a pris de te le trouver. Donc voilà, on va se tenir au courant, toi et moi. Donc au niveau du résumé du fantôme de l'auditorium, rappelez-vous, on s'était laissé sur le fait que Marie et Patrick, ainsi que Jeffrey, s'étaient glissés en douce dans l'école et dans l'auditorium. Ils avaient vu un message en peinture rouge de « Cassez-vous de ma demeure », pas dit comme ça mais vous m'avez compris, du soi-disant fantôme sur un faux mur de briques fait par Jeffrey et ses copains. Madame Walker les avait surpris, les avait accusés, mais bien sûr ce n'est pas eux. Nous on sait que ce n'est pas eux, mais elle ne le sait pas. Et ils avaient suivi une trace de couleur rouge tout le long d'un couloir qui menait au casier de Patrick. Donc tout l'accusait, le pauvre, même si nous encore une fois on sait bien que ce n'est pas lui. Il va se faire engueuler parce qu'elle va prévenir ses parents, enfin vous savez les gosses, avec les enfants, les parents, c'est pas toujours gai. Et il y a Marie qui est seule dans la rue, qui va vers chez elle, et elle a vu la bicyclette de Chris, sa doublure pour Esmeralda, qui n'arrête pas de lui lancer des pics. Elle m'énerve, je sais pas pour vous, mais elle m'énerve au plus haut point, cette sale petite peste. Donc c'est peut-être elle qui sabote absolument tout, mais j'ai des doutes, bien que j'aimerais lui mettre des claques, mais j'ai des doutes que ce soit elle. Elle est juste plus peste qu'autre chose. Donc on s'était laissé là-dessus avec ces menaces, hein, rappelez-vous. J'ai eu peur d'ailleurs de vous laisser sur ce texte, on va dire sur cette phrase d'elle en train de dire, donc je l'ai sous les yeux, tu devrais fermer ton blouson, tu ne voudrais pas attraper froid. Genre peut-être une menace encore une fois en disant que si elle était malade, elle reprendrait le rôle, elle, d'Esmeralda. J'avais peur de vous laisser là-dessus parce que ce n'est pas si suspense que ça, mais j'avais peur que la vidéo encore une fois soit trop longue. Il faut dire aussi qu'à chaque fois mes vidéos, je vous les mets en retard. Normalement l'avant-dernière devait sortir le dimanche comme d'habitude, enfin comme d'habitude quand j'y arrive, mais parfois j'ai des gros problèmes de réseau avec YouTube. Normalement une vidéo de plus ou moins une demi-heure, mais en général 1h30 maximum pour se mettre en ligne. Et dimanche passé, ça a été un gros bordel. La vidéo, elle mettait des heures à se mettre, rien que déjà en sous-définition. Donc je vous dis pas pour attendre après la haute définition. Donc je l'avais recommencé, j'espérais la sortir pour le dimanche. Et en fait, j'ai carrément eu un bug de net. Et il était resté bloqué à 6%, c'est pour ça que vous l'avez eu le lendemain. Mais je vais essayer cette fois-ci, comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, d'essayer de lire complètement un livre en presque une fois, pour déjà avoir 4 vidéos, que vous ayez déjà 4 dimanches d'avance pour dire d'être sûr que moi, même si je suis malade ou j'ai un imprévu, au moins ma vidéo elle est déjà faite. Donc voilà,
je vais arrêter de parler pour rien dire, et plutôt parler pour vous raconter la fin du livre. Donc on s'était laissé sur Marie et Chris qui lui faisaient des menaces. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Le samedi, on répéta toute la journée dans l'auditorium. La représentation approcha à grands pas. Plus qu'une semaine. Le travail était dur, mais tout se passa bien. Je n'oubliais mon texte que 2 fois. Cela dit, sans Patrick, ce n'était pas la même chose. Robert Hernandez avait pris sa place. J'aime bien Robert. Seulement, c'est un gars très sérieux. Il ne comprend pas mes plaisanteries. Il n'aime pas faire des blagues aux autres, et encore moins qu'on lui en fasse. Après le déjeuner, Robert et John répétèrent une scène en duo. Madame Walker n'était pas encore revenue du réfectoire. J'allais voir Jeffrey, penché sur la toile de fond, un pinceau dégoulinant de peinture noire à la main. Il mettait la touche finale à quelques briques. « C'est plutôt chouette, » lui dis-je. « Comment vont les répétitions ?» me demanda-t-il sans quitter son travail des yeux. « Ça va. » De l'autre côté de la scène, Chris était à l'œuvre avec un grand pot de vernis. Elle en passait une couche épaisse sur un chandelier en carton. « Robert fera un bon fantôme, » affirma Jeffrey en se grattant le menton avec le manche de son pinceau. « Ouais, mais Patrick me manque. » Jeffrey hocha la tête. Puis il se redressa et me regarda. « Tu sais quoi ? Nous n'avons pas eu droit à une seule mauvaise farce depuis qu'il a été renvoyé. Pas de décor fichu, pas de mystérieux fantômes nous sautant dessus, pas de menaces barbouillées sur les murs. Rien. Je n'y avais pas réfléchi jusqu'à cette seconde. Mais Jeffrey disait vrai. Depuis le départ de Patrick, le fantôme ne se manifestait plus. Patrick était-il le fantôme? Avait-il accompli tous ces horribles méfaits? Est-ce que les parents de Patrick ont piqué une crise quand Madame Walker les a convoqués? Reprit Jeffrey en interrompant mes pensées. A-t-il été puni? Et comment? Ses parents lui ont interdit de sortir pour le restant de ses jours. Ils lui ont supprimé son argent de poche, ça veut dire plus de films d'horreur. Et Patrick ne peut pas vivre sans films d'horreur. Jeffrey gloussa. Peut-être qu'il en voit trop. Allez, on y va, lança une voix sonore. Je me retournai et vis que Madame Walker était revenue de son déjeuner. Reprenons à partir de l'acte 2, dit-elle. Nous allons le répéter du début à la fin. Je me précipitai sur le plateau. Esmeralda était dans toutes les scènes de l'acte 2, ou presque. Tout en prenant ma place à côté de Robert, je vis Madame Walker saisir son manuscrit sur la table où elle le laissait toujours et tenter de l'ouvrir, en vain. Son expression changea. Elle poussa un petit cri de colère. « Quel est le plaisantin qui a fait ça ?»« Que se passe-t-il » demanda Robert. Elle souleva le manuscrit et le secoua rageusement. Les pages sont toutes collées au vernis. Des exclamations ahuries s'élevèrent autour de nous. « La coupe est pleine !» s'étrangla Madame Walker en projetant son manuscrit au loin. « Cette plaisanterie était la dernière. La pièce est annulée. Vous pouvez rentrer chez vous. C'est fini. » « Est-ce que Madame Walker a changé d'avis ?» me demanda Patrick. Je hochai la tête. « Ouais, elle a fini par se calmer et nous a annoncé que la pièce continuait. Mais elle est restée d'humeur massacrante toute la journée. »« En tout cas, cette fois, elle ne peut rien me reprocher, » dit Patrick. Il lança une balle en caoutchouc à travers le salon, et Jill, son coquet air noir, courut joyeusement après. Jeffrey et moi étions passés chez Patrick pour le tenir au courant des événements. Ses parents étaient au cinéma. Ils rentreraient dans quelques heures. Jill lâcha la balle et regarda Jeffrey en aboyant. Patrick se mit à rire. « Il ne t'aime pas, Jeffrey. » Il ramassa la balle et la fit de nouveau rebondir sur la moquette. Mais Jill ignora celle-ci et continua d'aboyer. Jeffrey rougit. Il se baissa pour caresser la tête du chien. « Qu'est-ce que tu as contre moi, mon vieux? Je ne suis pas bien méchant, tu sais. » Jill se sauva dans le couloir. « Bon, » reprit Patrick. Ce que vous venez de me raconter prouve qu'il y a un autre plaisantin dans la classe et que je n'ai pas commis toutes les bêtises dont on m'accuse. » Il se renversa sur le canapé. « Il y a un fantôme, et ce n'est pas moi, poursuivit-il. Mais tout le monde est persuadé que je mens. Madame Walker pense que j'ai voulu saboter sa pièce. Même mes parents me considèrent comme une espèce de voyou. »« Tu étais un bien meilleur fantôme que Robert, dis-je pour lui remonter le moral. Nous ne sommes qu'à quelques jours de la représentation et il continue de mélanger ses répliques. Il déclare à qui veut l'entendre qu'il regrette d'avoir auditionné pour la pièce. Il n'a plus envie de jouer dedans maintenant. » Patrick bondit sur ses pieds. « Si nous pouvions démontrer que je ne suis pas le fantôme, je parie que Madame Walker me rendrait mon rôle. »« Oh oh, fis-je, je savais ce qui allait venir. »« Oh oh, fit Jeffrey en écho. Il le savait également.
Nous allons retourner à l'école et démasquer ce fantôme une fois pour toutes, s'exclama Patrick, le regard brillant. Je veux absolument reprendre mon rôle. Je secouai la tête. Pas question, Patrick. Je veux montrer à tout le monde que je n'ai pas tenté de saboter la pièce. Tu es puni, ne l'oublie pas, objecta Jeffrey. Tu ne dois pas sortir de chez toi. Patrick haussa les épaules. Si nous prouvons que je suis innocent, mes parents ne m'en voudront pas d'avoir désobéi, et ma punition sera levée. Allez les copains, un bon mouvement. On essaie encore une fois. D'accord ? Je réfléchis à toute allure. L'idée ne me tentait pas beaucoup. Notre dernière excursion dans l'auditorium s'était plutôt mal terminée. L'expression de Jeffrey disait clairement qu'il pensait la même chose que moi. Mais qui pouvait résister à Patrick ? La tiédeur de la nuit ne m'empêchait pas de frissonner. En approchant de l'école, j'avais l'impression d'être suivi par des formes obscures. Mais chaque fois que je me retournais, elles s'évanouissaient. « Marie, tu as trop d'imagination, me dis-je. J'aurais aimé que mon cœur cesse de battre comme un tambour. J'aurais aimé être à la maison en train de regarder la télé. J'avais un très mauvais pressentiment à propos de cette expédition. » Patrick ne perdit pas de temps à essayer d'ouvrir les portes. Il nous fit pénétrer dans l'école par la même fenêtre. Il nous fallut emprunter les mêmes couloirs sombres pour atteindre l'auditorium. La veilleuse éclairait faiblement la scène déserte. Contre le mur du fond, on distinguait le décor de briques grises. Patrick nous entraîna dans l'allée centrale. Chacun de nous s'était muni d'une lampe de poche. Je promenais le faisceau de la mienne sur les rangs de sièges vides, puis sur les moindres recoins du plateau. Il n'y avait aucun signe de vie. « Patrick, on perd notre temps !» chuchotai-je, même si personne ne risquait de nous entendre. Il posa un doigt sur ses lèvres. « Nous allons descendre sous la Seine, annonça-t-il calmement. Et nous allons trouver le fantôme, Marie. Cette fois, nous allons le trouver. » Je ne l'avais jamais vu si sérieux, si déterminé. Un petit frisson me parcourut le dos. J'acquiesçai. « Je pourrais peut-être rester sur le plateau pendant que vous descendez tous les deux, suggéra Jeffrey, pour monter la garde. Non, nous descendons tous les trois, déclara Patrick d'un ton sans réplique. Si nous rencontrons le fantôme, j'aurai besoin de 2 témoins pour le démasquer. Si le fantôme est bien un fantôme, comment le démasquer, balbutia Jeffrey. Patrick le fusilla du regard et affirma avec force. Nous le démasquerons. Jeffrey haussa les épaules. Nous sentions tous les deux qu'il était inutile de discuter avec Patrick ce soir-là. Le plancher gémit sous nos pas, tandis que nous nous dirigeons vers la trappe. Nos lampes éclairèrent l'ouverture. Je me mis au centre avec Jeffrey. Patrick alla actionner la manette en coulisses, puis nous rejoignit d'un bond léger. Le choc habituel retentit, la plateforme grinça et commença à descendre. Quelques secondes plus tard, la lueur de nos lampes se perdait dans les ténèbres. Tandis que nous nous enfoncions dans le noir, serrés les uns contre les autres, j'eus l'impression que mon cœur descendait aussi, vers mes genoux. La plateforme s'immobilisa enfin dans un sursaut. Nous avions touché le fond. Pendant un court instant, aucun de nous ne bougea. Patrick fut le premier à sauter à terre. Il promena sa lampe autour de lui, dans la vaste salle souterraine au plafond voûté. Je découvris ainsi qu'elle débouchait sur 2 tunnels qui s'éloignaient dans des directions opposées. « Hé, fantôme !» s'écria Patrick. « Par ici, mon vieux. Viens vite me voir. » On aurait dit qu'il appelait son chien. « Fantôme, tu viens, fantôme? Où es-tu » poursuivit-il d'une voix chantante. Je bondis de la plateforme à mon tour et lui donnai une bourrade. « Arrête ton cirque, dis-je. Je croyais que tu prenais tout ça très au sérieux. J'essaie seulement de vous faire oublier votre peur, me rétorqua-t-il. En réalité, il essayait d'oublier sa propre peur. Je me tournai vers Jeffrey dans la demi-pénombre. Il avait l'air terrorisé. « On pourrait peut-être remonter, implora-t-il. Il n'y a personne ici. »« Jamais de la vie, répondit Patrick. Suivez-moi et gardez vos lampes pointées vers le sol pour qu'on puisse voir où on met les pieds. » Il s'engagea dans le tunnel de gauche. Puis, quelques pas plus loin, il s'arrêta pour écouter. Silence. Je tremblais de la tête aux pieds. « Ce tunnel doit s'étendre sous toute l'école, chuchota-t-il en braquant sa lampe devant nous. Peut-être même sous tout le quartier. » Un bruit familier nous fit nous retourner. Le choc sourd, le cliquetis métallique. « La plateforme !» cria Jeffrey d'une voix stridente. Nous courûmes en direction du bruit, notre galopade résonnant dans les ténèbres du tunnel. La plateforme était en train de remonter. « Il faut appuyer sur la manette !» s'exclama Patrick. « Faisons-la redescendre. » Je tâtonnai le long du mur et finis par trouver la manette. Impossible de la baisser. Elle était bel et bien coincée.
La plateforme s'immobilisa plusieurs mètres au-dessus de nos têtes. Un silence pesant nous enveloppa. Nous gardions les yeux levés dans l'obscurité, impuissants, pétrifiés. « Patrick, ça recommence !» articulai-je. « Nous sommes piégés !» J'attendis de voir si quelqu'un descendait, mais la trappe, là-haut, restait fermée. « Quelqu'un l'a fait exprès !» chuchota Jeffrey. « Quelqu'un a actionné la manette et renvoyé la plateforme. »« Le fantôme, dis-je. » Je me tournai vers Patrick. « Et maintenant, que fait-on ?»« Ça ne sert à rien de rester ici, » répondit-il en haussant les épaules. « Si nous voulons sortir de là, nous devons trouver le fantôme. » On retourna explorer le tunnel. Les yeux fixés sur le halo de nos lampes qui tremblotaient dans le noir, nous gardions le silence. Patrick marchait à grande enjambée. Jeffrey et moi devions hâter le pas pour rester à sa hauteur. Le tunnel amorça un tournant, puis un autre. Le sol devenait humide, boueux. L'air était plus frais. J'entendis soudain un doux murmure. Je mis un moment à me rendre compte qu'il provenait de Patrick. Il fredonnait un petit air entre ses dents. « Ne fais pas le mariole, Patrick, pensai-je. Tu dois bien avoir un peu peur, non? Si tu crois me berner avec ta chansonnette, tu te mets le doigt dans l'œil. » J'ouvris la bouche pour le taquiner là-dessus, quand le tunnel arriva brusquement à sa fin. Il se terminait par une arche basse, au centre de laquelle il y avait une porte. Patrick me regarda, puis il examina la porte avec attention. « Il y a quelqu'un là-dedans ?» demanda-t-il d'une voix mal assurée. Pas de réponse. Je poussai la porte, qui s'ouvrit en gémissant, et braquai ma lampe devant moi. Je découvrais une pièce meublée, une chaise pliante, un canapé défoncé auquel il manquait un accoudoir, des étagères de livres le long d'un mur, un vieux phonographe, un lit défait, une table sur laquelle traînait un bol et une boîte de cornflakes. Patrick et Jeffrey me suivirent à l'intérieur de la pièce. Le halo de nos lampes glissait lentement sur chaque objet. « Incroyable !» murmura Patrick avec un petit sourire. « Nous venons peut-être de pénétrer dans la demeure du fantôme. » Jeffrey s'avança jusqu'à la table et braqua sa lampe dessus. « Dans ce cas, nous l'avons manqué de peu, » observa-t-il. « Il y a encore un fond de cornflakes dans son bol. »« C'est stupéfiant, » m'exclamai-je. « Dire que quelqu'un vit ici, bien au-dessous du... » Je m'interrompis, sentant venir un éternuement. J'essayai de le retenir. Impossible. J'éternuai une fois, 2 fois, 5 fois. « Arrête, Marie !» implora Jeffrey. « Il va t'entendre. » « Mais nous voulons justement qu'il nous entende, » lui rappela Patrick. J'éternuai 8 fois de suite, ce qui me laissa quelque peu hébété. « Il t'a entendu, j'en suis sûr, » affirma Jeffrey en regardant nerveusement autour de lui. Tout à coup, la porte claqua. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Chaque muscle de mon corps se tendit. Nos regards se fixèrent sur cette porte. Quelqu'un l'avait fermée volontairement. Je le savais. Il ne s'agissait pas d'un courant d'air. Patrick réagit le premier. Il se précipita sur la poignée, la secoua et poussa très fort. Rien. Il recula, prit son élan et se jeta contre la porte de tout son poids. Toujours aucun succès. Quand il se tourna vers nous, son visage révélait pour la première fois de la frayeur. « Nous sommes enfermés, » dit-il. Je me ruai aux côtés de Patrick. « On pourrait essayer tous les 3, suggérai-je. »« Si tu veux, » me répondit-il. Mais il ne semblait pas avoir beaucoup d'espoir, ce qui ne fit qu'augmenter ma propre peur. « C'est ça, » opina Jeffrey en venant se placer près de moi. « Poussons tous ensemble, et nous démolirons cette porte s'il le faut. » Bravo, Jeffrey, pensai-je. Il montrait enfin un peu de courage. Je m'alignai avec mes amis contre la porte, prêt à pousser. Je retenais ma respiration et m'efforçais de me calmer. Mes bras et mes jambes me donnaient l'impression d'être en chewing-gum. « C'est trop horrible, » me soufflait une petite voix. « Si nous restons enfermés là-dedans, ce sera pour le restant de nos jours. Nous sommes à des kilomètres du monde. Là-haut, on nous cherchera encore et encore, et on ne nous trouvera jamais. Et nous aurons beau nous égosiller à hurler « Au secours !» personne ne nous entendra. « D'accord, dis-je, comptons jusqu'à 3. À 3, tout le monde pousse. » Patrick commença à compter. 1, 2... Patrick, attends une minute, interrompis-je. Je regardai la porte. Pour rentrer, j'ai poussé la porte, non? Oui, il me semble, répondit Patrick en me dévisageant avec curiosité. Donc il ne faut pas la pousser pour sortir, mais plutôt la tirer vers nous. Eh, mais tu as raison, s'écria Patrick. Je saisis la poignée, la tournai et tirai fortement. La porte s'ouvrit
sans la moindre difficulté. Un homme se tenait sur le seuil. Ma lampe éclaira son visage et je le reconnus aussitôt. Émile, le vieillard aux cheveux blancs qui prétendait être le veilleur de nuit. Il bloquait le passage et nous regardait d'un air mauvais qui rendait encore plus effrayant son affreux visage balafré. « Laissez-nous sortir » implorai-je. Il ne bougea pas. Ses yeux d'un noir luisant nous examinaient tour à tour. J'ajoutai humblement « S'il vous plaît ». Il fronça les sourcils. À la lueur de ma lampe, la cicatrice qui lui déformait le visage paraissait encore plus profonde. « Qu'est-ce que vous faites là » croissa-t-il enfin. « Qui vous a permis d'entrer dans ma demeure ?»« Ainsi, vous êtes le fantôme » bredouillai-je. Son regard exprima la surprise. « Le fantôme ?» Il devient pensif. « Je suppose qu'on peut m'appeler comme ça ?» Jeffrey poussa un cri étouffé. « Vous avez pénétré dans ma demeure » reprit l'homme avec colère. « Pourquoi ? Pourquoi n'avez-vous pas tenu compte de mes avertissements ?»« Vos avertissements ?» répétai-je en tremblant si fort que ma lampe faillit m'échapper des mains. « J'ai pourtant tout fait pour vous maintenir à l'écart, » dit le fantôme, « pour vous éloigner de chez moi. »« Vous voulez parler de l'inscription sur la toile de fond de théâtre, et de vos apparitions sur scène, et du masque dans mon casier avec le message ?» dis-je. Le fantôme hocha la tête. « J'ai tenté de vous avertir. Je ne voulais faire de mal à personne, mais je devais protéger ma demeure. »« Alors c'est pour ça que vous avez tenté de saboter notre pièce ?» intervint Patrick en se rapprochant. « Juste pour nous empêcher d'utiliser la trappe et de découvrir votre cachette ?» Le fantôme hocha de nouveau la tête. Je demandai. « Et que s'est-il passé il y a 72 ans ? Que vous est-il arrivé juste avant la première représentation de la pièce ? Pourquoi avez-vous disparu cette nuit-là » L'expression du fantôme changea. Je vis passer la confusion dans ses yeux noirs. « Je ne comprends pas, » bégaya-t-il en me dévisageant d'un air perplexe. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. « Je ne suis pas vieux à ce point, » répondit-il. « Je n'ai que 57 ans. »« Alors vous n'êtes pas le fantôme ?» s'étonna Patrick, un peu dérouté. Émile secoua la tête. Il poussa un soupir de lassitude. « Je ne comprends rien à ton histoire de fantôme, jeune homme. Je ne suis qu'un pauvre type sans abri qui essaie de protéger son petit espace vital. » Nous le dévisagions tous les trois, cherchant à deviner s'il disait la vérité. Je compris qu'il ne mentait pas. « Mais comment avez-vous pu vous installer ici, sous l'école ?» murmurai-je. « Vous connaissiez l'existence de ce souterrain ?»« Mon père a travaillé dans cette école pendant 30 ans, » expliqua Émile. « Il aimait se balader là-dessous et il avait l'habitude de m'emmener avec lui quand j'étais enfant. Lorsque j'ai perdu mon appartement en ville, je m'en suis souvenu. Et depuis, j'habite ici. Cela fait bien 6 mois maintenant. » Ses yeux étincelèrent à nouveau de colère. Son inquiétant froncement de sourcils réapparut. « Et voilà que vous allez tout détruire, n'est-ce pas ?» gronda-t-il. « Vous allez me gâcher la vie. » Il se déplaça prestement sans crier gare, s'avança tout à coup vers nous, menaçant, nous obligeant à reculer. Je trébuchai. « Qu'allez-vous nous faire ?» balbutiai-je. « Vous allez tout gâcher, » répéta Émile. « Non, attendez » criai-je en levant les mains comme pour me protéger. Soudain, j'entendis un grincement à l'autre bout du tunnel. Je me tournai vers Patrick et Jeffrey. Ils avaient entendu aussi. La plateforme redescendait. La même idée nous traversa l'esprit à tous les trois. Il nous fallait parvenir à cette plateforme. C'était notre seule planche de salut. « Vous allez tout gâcher, continuait de ressasser Émile, à présent plus triste qu'en colère. « Pourquoi n'avez-vous pas écouté mes avertissements ?» Je ne pris pas le temps de réfléchir. Je bondis vers la porte, bousculant le petit homme au passage. À mon étonnement, il ne fit rien pour m'attraper, me retenir. Une fois dehors, je détalai à toute allure, sans jeter un regard derrière moi. J'entendis la course précipitée de Patrick et Jeffrey sur mes talons, et la voix d'Émile qui se répercutait à travers tout le tunnel. « Vous allez tout gâcher !» braillait-il. Est-ce qu'il nous poursuivait? Je m'en moquais. Je ne voulais qu'atteindre cette plateforme et sortir de là au plus vite. Je galopais aveuglement. Mon épaule heurta la paroi rugueuse du tunnel, mais cela ne me fit pas ralentir. Je parvins devant la plateforme juste au moment où celle-ci touchait le sol et m'immobilisai de surprise en reconnaissant la personne qui en descendait. Le père de Patrick. « Que se passe-t-il? Qui criait comme ça ?»« Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» s'exclama Patrick. Je ne cessais de regarder derrière moi, m'attendant à voir Émile déboucher du tunnel à tout instant. Nous avait-il suivis? Non. Aucun signe de lui. « Tu devais rester à la maison, » dit sévèrement M. Milton. « Tu étais puni, tu l'es toujours. Mais en constatant ton absence, j'ai pensé que tu fouinais sans doute encore autour de ce théâtre.
Une des portes de l'école était ouverte. Je suis entré dans l'auditorium et j'ai entendu bouger cette trappe. J'ai décidé de vérifier ce qui se passait. Un homme criait. « Qui était-ce » demanda-t-il une fois de plus. « Un type sans abri qui essaie de nous faire peur depuis des semaines, dis-je. Il vit dans un tunnel au-dessous du théâtre. Si vous saviez comme je suis contente de vous voir. » Après ces explications, le père de Patrick réussit à débloquer la poignée et nous rejoignit sur la plateforme qui s'élança, nous emportant tous les quatre. Il appela ensuite la police pour signaler qu'un individu suspect habitait sous l'école. 2 policiers se présentèrent. Nous les regardâmes descendre à travers la trappe. Puis un long moment s'écoula. Je croyais qu'ils allaient remonter en compagnie d'Émile, mais ils réapparurent sans lui. « Il n'y avait personne », rapporta l'un d'eux. Il ôta son casque et fourragea dans ses boucles noires. Il semblait perplexe. « Nous n'avons pas trouvé grand-chose, du reste, seulement quelques vieux meubles. »« Et sa nourriture ? Ses livres ?» demandai-je. « Tout a disparu, » répondit le policier. Il a dû s'empresser de déménager. Un des tunnels débouche sur les égouts de la ville. La grille de sortie était encore ouverte. Après le départ de la police, Jeffrey nous salua et quitta l'auditorium. Le père de Patrick proposa de me déposer chez moi en voiture. Assise à l'avant, je me tournai vers Patrick. « Et voilà ton fantôme » dis-je un peu tristement. « Juste un pauvre type sans abri. »« Ouais, c'est plutôt décevant, » marmonna-t-il en fronçant les sourcils. J'aurais aimé rencontrer un vrai fantôme, un vrai esprit. Puis son visage s'éclaira. « Mais au moins maintenant, Madame Walker me croira et elle me permettra de récupérer mon rôle dans la pièce. »« La pièce, je l'avais presque oubliée. »« Patrick a raison, pensai-je, toute joyeuse. Je vais retrouver mon partenaire préféré, c'est chouette. Le fantôme est parti. Nous pouvons tous nous détendre et nous amuser, et nous allons donner une représentation grandiose. » Je me mettais drôlement le doigt dans l'œil. Le soir de la représentation, je m'installai dans la loge des filles et entrepris de me tartiner la figure de maquillage de scène. Ne m'étant jamais maquillé auparavant, je crois que je faisais ça plutôt mal. Du reste, j'avais commencé par refuser de porter cette peinture. Mais Madame Walker affirmait que c'était obligatoire, même pour les garçons. Elle expliquait que le fond de teint adoucissait l'éclat des projecteurs et qu'un peu de noir aux yeux était indispensable pour les rendre visibles jusqu'au dernier rang des spectateurs. La folie régnait dans la loge. Les filles jacassaient comme des perruches tout en passant leurs costumes et en se maquillant. Lisa Rego et Gina Bedley, 2 élèves qui n'avaient qu'un rôle insignifiant dans la pièce, mobilisaient l'unique miroir en pied dans lequel elles s'admiraient en riant et gloussant. Quand je fus enfin prête à aller regarder de quoi j'avais l'air dans mon costume, le régisseur appelait déjà. « En place, tout le monde en place !» Ma gorge se noua. « Calme-toi, Marie, me dis-je. N'oublie pas que tu fais ça pour t'amuser, d'accord ?» Je sortis de la loge, longeai le couloir, me glissai dans l'auditorium par l'entrée des artistes et pris ma place en coulisses. Quelqu'un me tapa sur l'épaule, et je sautai jusqu'au plafond. J'avais les nerfs à fleur de peau. Je me retournai vivement et me retrouvai face à face avec le fantôme. Je savais que ce n'était que Patrick, arborant son costume et son masque, mais il me fit quand même tressaillir. « Patrick, tu as l'air si vrai, tu es effrayant. » En guise de réponse, il me gratifia d'une révérence qui le plia pratiquement en deux, puis il se dépêcha d'aller rejoindre, lui aussi, sa place. Le rideau était baissé, mais j'entendais le murmure continu des voix dans l'auditorium. Je soulevai un petit coin de rideau pour regarder dans la salle. Tous les sièges étaient occupés et les spectateurs agitaient leur programme. Cette vision finit de me retourner l'estomac. Les lumières baissèrent peu à peu, le public se tut. La scène s'éclaira. On entendit une musique sinistre. « En avant, Marie, me dis-je, tu vas faire un tabac. » Quand le rideau s'ouvrit pour la première fois et que le public applaudit le décor, j'entrai en scène avec John, et j'oubliais complètement mon trac. « Sois prudente, ma fille, me disait John, qui jouait mon père. Il y a une créature qui vit sous ce théâtre, un fantôme contrefait, défiguré, monstrueux. »« Je ne vous crois pas, mon père, répondait Esmeralda par ma voix. Vous voulez me faire peur pour m'interdire de m'éloigner de vous. Vous voulez contrôler mon existence, m'empêcher de grandir. » Le public semblait passer un bon moment. Il riait quand il le fallait et applaudissait à tout bout de champ. « C'est merveilleux, pensais-je. » Chaque minute de la représentation me procurait un immense bonheur. Le premier acte approchait de sa fin. Le vrai clou du spectacle allait arriver. Un brouillard factice envahit le plateau. Des projecteurs bleus dessinaient des tourbillons dans les vapeurs mouvantes, leur donnant un aspect étrange.
irréel. J'entendis cliqueter la trappe. Je savais qu'elle transportait Patrick dans son costume. Dans quelques secondes, le fantôme en personne ferait sa grande entrée, en surgissant des ténèbres. Le public allait adorer ça. « Fantôme, est-ce vous » appelai-je. « Venez-vous à ma rencontre ?» Le masque bleu-vert du fantôme émergea peu à peu, puis ses épaules enveloppées d'une cape noire. Il semblait flotter dans la brume. Le public émit un chuchotement admiratif. Les applaudissements crépitèrent au fur et à mesure que le fantôme s'élevait, mystérieux et impressionnant, sa cape ondulant comme si elle avait pris vie. Il s'avança vers moi d'un pas lent et majestueux, tandis que la plateforme redescendait. « Ô fantôme, nous voici enfin réunis !» m'exclamai-je avec toute l'émotion que je pus y mettre. « Je rêve de cet instant depuis si longtemps !» Je pris sa main gantée et le conduisis à travers les nuées bleues jusqu'à l'avant-scène. Le faisceau d'un projecteur nous capta tous les deux. Je me tournai pour lui faire face et regardai ses yeux, sous son masque bleu-vert, et je me rendis compte que ce n'était pas Patrick. J'ouvris la bouche pour crier, mais il m'étreignit la main. Son regard brûlant plongea dans le mien. Il paraissait me supplier de ne rien dire, de ne pas le démasquer. « Qui est-ce » me demandai-je, figé dans la lumière crue. Pourquoi me paraît-il si familier? Je me retournai vers le public, silencieux, attentif. Je me résolus à lancer ma réplique suivante. « Fantôme, pourquoi hantez-vous ce théâtre? Contez-moi votre histoire, s'il vous plaît. » Le fantôme balança sa cape derrière lui. Ses yeux étaient toujours rivés aux miens. Sa main gantée retenait fortement la mienne comme pour m'empêcher de m'enfuir. « Je vis sous ce théâtre depuis plus de 70 ans, déclara-t-il. Mon histoire est triste. Vous pourriez même la qualifier de tragique, ma belle Esmeralda. Je vous en prie, continuez. Qui est-ce? Me demandai-je. Qui? J'avais été choisi pour jouer le rôle principal d'une pièce, expliqua le fantôme. Ici, dans ce théâtre, ce devait être la plus belle soirée de ma vie. Il s'interrompit, respira longuement. Mon cœur cessa de battre. Il ne disait pas le texte. Mais qu'est-ce qu'il racontait donc? Mais cette soirée n'a jamais eu lieu, reprit-il sans cesser de m'étreindre la main. Voyez-vous, chère Esmeralda, 1 heure avant la représentation, j'ai fait une chute, là, une chute qui a précipité ma mort. Un cri étouffé jaillit de ma gorge. Il me montrait la trappe. Je comprenais tout à présent. Le garçon qui avait disparu 72 ans plus tôt, celui qui devait jouer le fantôme et qu'on n'avait jamais retrouvé, c'était lui. Et il se tenait à côté de moi sur cette même scène. Il nous révélait à tous comment il avait disparu, pourquoi la pièce n'avait jamais été jouée. Là, répéta-t-il en pointant le doigt sur l'ouverture au centre du plancher, c'est là que je suis tombé et que j'ai rencontré la mort. Je suis devenu un vrai fantôme. Et depuis, j'ai attendu, espérant que surviendrait une soirée comme celle d'aujourd'hui où je pourrais enfin jouer mon grand rôle. Quand il termina son discours, les spectateurs applaudirent à tout rompre en criant « Bravo !» Il croit qu'il joue la comédie, me dis-je. Il ne devine pas la douleur sincère derrière les mots. Il ne se doute pas qu'il est en train de leur raconter sa véritable histoire. Le fantôme fit une profonde révérence. Les applaudissements redoublèrent. Le brouillard nous enveloppait tous les deux. Qui est-ce? J'ai déjà vu ses yeux. La question revenait sans cesse me hanter l'esprit. Il fallait que je connaisse la réponse. Il fallait que je sache qui était le fantôme. Quand il se redressa, après sa révérence, je réussis à dégager ma main de la sienne. Je la tendis vers son visage et j'arrachai son masque. Je scrutais l'épaisse brume bleue, cherchant désespérément à voir ses traits. L'éclat d'un projecteur mobile passa devant mes yeux, m'aveuglant un instant. Le fantôme se couvrit le visage des 2 mains. Je tentais de les écarter. « Non » s'écria-t-il. « Non, ne fais pas ça !» Il recula en vacillant, s'éloigna de moi. « Non, non » répétait-il. Il trébucha, bascula en arrière, et il tomba dans l'ouverture de la trappe. J'entendis son cri se perdre dans les ténèbres. Puis, ce fut un horrible silence. Tout le public se leva dans un tonnerre d'applaudissements. Il pensait que cela faisait partie de la pièce. Mais moi, je connaissais la vérité. Je savais que le fantôme s'était enfin révélé après 72 ans, qu'il avait eu son moment de gloire sur scène et qu'il venait de mourir à nouveau. Tandis que le rideau tombait sous les acclamations de la foule, je restais figé devant l'ouverture. Je me sentais incapable de parler, de bouger. Le fond de la trappe était tout noir. Levant les yeux, je vis Patrick accourir vers moi, son masque à la main. Il avait une expression hébétée. « Ouille,
Quelqu'un m'a assommé, je crois, gémit-il en se frottant le crâne. Je me suis évanoui. Il me dévisagea. Marie, ça va? Tu n'as rien? Le fantôme, balbutiai-je. Il a pris ton rôle, Patrick. Il est là-dessous. Je lui montrai l'ouverture. Il faut le retrouver. Retournons tout de suite fouiller le souterrain. Non, Patrick, il faut continuer la pièce. De toute façon, c'est inutile. Je savais qu'on ne le reverrait plus. Bravo, les enfants. Beau travail, s'écria Madame Walker, comme nous sortions de scène à la fin du dernier acte. Fantôme, j'ai adoré ton texte improvisé. C'était génial. On se retrouve tous à la petite soirée donnée pour les acteurs, d'accord? Je me dirigeai vers ma loge avec Patrick. Nous voulions nous changer au plus vite, mais en chemin, des tas de gens se jetèrent sur nous pour nous féliciter et nous dire à quel point ils nous avaient trouvés merveilleux, magnifiques, et j'en passe. La pièce était un triomphe. Je cherchais Jeffrey des yeux. Je voulus lui raconter à propos du fantôme, mais je ne le vis pas dans la bousculade. « Viens, fichons le camp d'ici » me souffla Patrick. Il m'entraîna par la main hors de l'auditorium, jusque dans le couloir. « Ouf, quel succès » m'exclamai-je. Je me sentais totalement anéanti, épuisé, étourdi, folle de joie. « Allons récupérer nos manteaux et rentrons nous changer chez nous » suggéra Patrick. En chemin, nous essayerons de deviner qui a joué mon rôle, et nous nous retrouverons chez moi pour nous rendre à la soirée. « D'accord, dis-je, mais dépêchons-nous. Mes parents doivent déjà m'attendre pour me dire que je suis une actrice fabuleuse, une future star. » Le bruit des conversations animées et des rires s'échappant de l'auditorium nous suivit jusqu'à nos casiers. « Tiens, m'étonnai-je en m'arrêtant devant le mien. Regarde, Patrick, la porte est entr'ouverte. Je l'avais pourtant fermée. »« Bizarre, murmura Patrick. J'ouvris la porte en grand et un livre tomba sur le sol. Je me baissai pour le ramasser. C'était un vieux livre à la couverture brune, écorné et couvert de poussière. Je soufflai dessus et me mis à le feuilleter sous la lumière blafarde du couloir. « Patrick, ce livre raconte l'histoire de notre école et de sa création. C'est une antiquité qui date des années 20. »« Hein? Comment est-il parvenu dans ton casier ?» Patrick se pencha par-dessus mon épaule. Glissé à l'intérieur du livre, il y avait une petite languette de papier déchirée. Un marque-page. J'ouvris à la page indiquée. Elle renfermait une mince brochure. L'ancien programme de la pièce. Celui de la représentation qui n'avait pas eu lieu. Sur la couverture en caractères fleuris, on lisait « L'école de Woodmill a l'honneur de vous présenter son premier spectacle de fin d'année, Le Fantôme ». À l'intérieur, on trouvait les noms de tous les élèves qui avaient participé à l'élaboration du spectacle, ainsi que la liste des personnages et les photos des acteurs. « Rapproche-toi de la lumière, » me dit Patrick. « Voyons un peu ces photos. » Nous contemplions les petites photographies qui couvraient toute une page du programme lorsque soudain, l'une d'elles me sauta aux yeux. Un portrait touchant et fané, en noir et blanc, du garçon qui avait remporté le rôle principal, le garçon qui devait jouer le fantôme, celui qui avait disparu. C'était Jeffrey. Alors voilà comment se termine le fantôme de l'auditorium. Alors, d'abord, qu'est-ce que j'en ai pensé? Plutôt satisfait de la fin. J'avais très peur que ce soit Émile le veilleur de nuit, qui c'était juste à sans-abri, qui faisait juste son petit caca nerveux parce qu'il voulait pas être dégagé de sous le théâtre. Parce qu'en soi, le livre ne fait pas si peur. Un petit peu de suspense, mais pas de vraie peur comme on avait déjà vu avant dans les autres livres. Parce qu'il y a peur, suspense, et c'est vraiment à partir, je crois, je ne sais plus lequel livre, j'avais arrêté justement de mettre des musiques d'horreur parce que je remarquais que l'histoire ne faisait pas si peur que ça. Ça se passe dans l'eau avec la sirène, je ne sais plus c'est quoi le titre. Mais bon, tous les livres ne font pas forcément peur. Dans l'ensemble, je l'ai apprécié, surtout la fin. Je le savais que c'était Jeffrey, je vous l'ai dit en début de vidéo, enfin je le savais. Il était sur ma liste des suspects. Dans l'ensemble, donc, j'ai apprécié le livre. Je sais que lui, je l'avais déjà lu, donc j'étais pas trop surpris, bien que je vous avoue que j'avais oublié vraiment que c'était Jeffrey le fantôme. Contrairement au livre prochain que je vais vous lire, lui c'est un tout nouveau, je l'ai jamais lu, donc je vais le découvrir avec vous. J'espère vous que de votre côté, le livre, vous l'avez apprécié, enfin en tout cas l'histoire. Le prochain livre, le 14e tome, comme d'habitude, je vous le montre à l'avance, ça sera Le loup-garou des marécages. Donc j'espère qu'il sera bien. Bon, en général, un loup-garou, ça fait peur, donc
J'espère qu'on aura peur tous ensemble. Si cette vidéo vous a plu, si toute l'histoire vous a plu, faites comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Je remercie tous ceux qui le font, je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux. On va bientôt s'approcher des 300 abonnés alors qu'il n'y a pas si longtemps je faisais déjà un concours pour les 200 abonnés. En attendant, si vous n'êtes pas déjà endormi, j'espère que vous allez passer une excellente nuit. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais des bisous, je vous dis bonne nuit, à la prochaine, bye bye.